Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 20 mars, premier jour du printemps, mais avec beaucoup de pluie et des inondations dans de très nombreuses communes en France. La hausse du prix de l'essence à la pompe confirmée pour mercredi, plus 7 à 8 centimes par litre. La journée de protestation des sages-femmes en France, elles demandent la revalorisation de leur salaire et une meilleure reconnaissance de leur profession. Premiers effets de la demande de Lionel Jospin à ses ministres pour qu'ils choisissent entre leur portefeuille ou leur mairie. La plupart renoncent à la mairie. Document dans ce journal, reportage de Dorothée Olyric et Gilles Jacquier à la frontière pakistanaise dans un camp de milliers de réfugiés afghans. Et le plaisir de retrouver Vanessa Paradis à la fin de cette édition. Vanessa Paradis est à l'Olympia jusqu'au 26 mars. Elle sera en direct avec nous à la fin de ce journal. Des pluies exceptionnelles pour un mois de mars, selon Météo France, 3 fois plus que la normale. Aucune région n'est épargnée. Rhône-Alpes, la Franche-Comté et la Bourgogne sont les régions les plus touchées. Et les perturbations vont continuer, y compris la semaine prochaine. À Chalon-sur-Saône et dans les environs, vous voyez le reportage de Stéphane Bretner et Delphine Détry. Depuis vendredi, ils ont voulu rester, mais aujourd'hui, il faut partir. La famille Pleinet a bien essayé de vivre dans la maison, mais cela devenait trop dur. On n'a plus de chauffage, ça commence, ça y est. Et puis bon, les toilettes, ça fait 3 jours qu'on ne peut plus non plus, donc ça commence à plus être vivable pour les enfants. Dans leur pavillon du quartier sud de Chalon, l'eau atteint près d'1 mètre au rez-de-chaussée. La Saône en crue n'est qu'à quelques mètres. 3 sacs plastiques en guise de baluchon, il faut maintenant naviguer sur ce qui était la Nationale 6, 500 mètres pour retrouver la terre ferme. À l'arrivée, une amie attend la famille pour prendre en charge les enfants. Donc au moins pour les gamins, pour qu'ils puissent aller à l'école et puis rester enfermés, ça... Des évacuations, les pompiers en ont fait des dizaines depuis ce week-end. Toutes les maisons en bordure de Saône sont sous les eaux et il faut bien aller porter assistance. Certaines personnes sont restées 4 jours les pieds dans l'eau et au bout d'un certain temps, ne pouvant plus faire face à la situation, étaient obligés de nous appeler. Ils se sont débrouillés déjà eux-mêmes pour lever des meubles. C'était très dur pour certains. À Lue, les barques ont remplacé les voitures. Dans ces hameaux aux alentours de Chalon, il y a encore quelques irréductibles dont il faut prendre des nouvelles. Comme quelques autres, Madame Chevalier attend patiemment la décrue dans sa maison. Ces inondations, elle s'y était préparée avec son mari depuis samedi. On a remonté les meubles et puis voilà. On a enlevé tous les bibelots, on a tout monté ça au-dessus, puis on reste... On attend la décrue, puis voilà. Au revoir, Allez, bonne journée. Sur une distance de 5 km, toutes les maisons près du fleuve sont sous les eaux. Ce soir, la Saône s'est stabilisée au niveau de crue maximum, soit 2,60 m au-dessus de la cote d'alerte. S'il ne pleut pas, il faudra sans doute une quinzaine de jours avant que la situation ne redevienne normale. Et à Paris, les voies sur berge sont fermées, la circulation fluviale sur la Seine est suspendue. Dans de nombreuses régions agricoles, les sols sont saturés, ainsi dans l'Ain, le Doubs, le Rhône et la Saône-et-Loire. Les détaillants de parapluies sont bien les seuls à se réjouir. Commentaire Zindine Boudaoud. Le pire est encore à venir. Une partie de la vallée de la Saône est déjà sous les eaux, mais la crue du fleuve devrait atteindre son niveau maximum dans 48 heures. Des centaines d'habitations sont encerclées par les flots, des axes routiers coupés, mais apparemment, la population n'a pas été prise de court par la montée brutale des eaux. Des pluies exceptionnelles pour un mois de mars en France sont à l'origine des crues et des inondations. L'état d'alerte est d'ailleurs prolongé dans plusieurs départements, dans l'Ain, le Doubs ou le Rhône. Sur un siècle, c'est une crue que l'on classe dans les 10 plus fortes crues. On est toujours en phase de montée. Sur l'amont immédiat de Lyon, cette montée perdurera encore pendant 24 à 48 heures. La Saône est sortie de son lit dans l'Ain dans des proportions inquiétantes qui rappellent de mauvais souvenirs aux riverains. Voilà comment elle va finir. Si elle continue comme ça, voilà, là c'est mai 83, regardez. Dans ce village de l'Ain, les habitants font face, l'habitude sans doute. On a déjà baigné 3 fois en 17 mois. 81, 82 et mai 83. Dans la capitale, le zouave de l'Alma, référence la plus fameuse, a de l'eau jusqu'aux genoux. Conséquence, les voies sur berge ne sont toujours pas rouvertes à la circulation. Les automobilistes parisiens devront encore faire preuve de patience. Quant à la navigation, elle est interrompue depuis vendredi soir.
Les conditions météorologiques mauvaises seraient à l'origine du naufrage d'un cargo chimiquier dans l'ouest du golfe de Gascogne. Le navire battant pavillon maltais transportait 8000 tonnes d'acide sulfurique. Les 23 membres de l'équipage ont été secourus. Aucune pollution détectée pour l'instant. Confirmation du ministère de l'économie et des finances, les prix de l'essence à la pompe vont grimper de 7 ou 8 centimes au moins dès demain. Officiellement, on applique le principe de la TIPP flottante. La TIPP, c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Pas sûr que les clients des pompes apprécient beaucoup cette fameuse TIPP flottante. Reportage Séverine Lebrun et Frédéric Pasquette. On pourrait appeler ça le coup du pistolet. À chaque fois qu'il est dégainé, ce sont 3 à 4 francs de plus qui partent en fumée. Car demain, l'essence augmente, les automobilistes, eux, sont déjà résignés. Et ben on continuera à payer. J'avais entendu parler qu'il y avait une baisse du prix de l'essence il y a quelques mois. Je n'ai pas ressenti. Mais bon, il y a des chances que je ressente le prix de l'augmentation. Ça, il y a des chances. En fait, c'est l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui fait grimper la facture. Selon un mécanisme mis en place à l'automne dernier, quand le prix du baril monte, les taxes diminuent. Mais évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand le pétrole baisse, les taxes augmentent. Alors, même si le baril de pétrole est 10% moins cher qu'il y a 2 mois, l'essence peut augmenter. La preuve, demain, 8 centimes de plus à la pompe. Les taxes sur les carburants sont un des éléments les plus contributifs au budget de la nation et il ne pouvait pas se permettre de faire trop de cadeaux, entre guillemets, si on peut appeler ça un cadeau. Donc il s'est fixé un plancher en dessous duquel il ne peut pas descendre. Malgré tout, le prix au litre reste en moyenne sous la barre des 7 francs, bien loin des records atteints l'été dernier. Mais quand même, pas de quoi se réjouir, sauf à avoir vraiment beaucoup d'humour. Journée de mobilisation pour les sages-femmes aujourd'hui. Manifestation à Paris, comme ici, à Toulouse, à Rennes, à Marseille notamment, dans de nombreuses villes de France. La coordination nationale des sages-femmes demande la reconnaissance de leur profession et une revalorisation de leur salaire. Les gynécologues obstétriciens français soutiennent cette grève des sages-femmes. Peut-être un début d'espoir pour les éleveurs touchés par la crise de la vieille rafteuse. Il n'y a toujours qu'un seul foyer détecté en France. Les experts vétérinaires européens ont décidé la levée de l'embargo sur le bétail vivant français le 28 mars si tous les tests pratiqués sont négatifs jusqu'à cette date. Voilà, nous revenons sur cette grève des sages-femmes. Laetitia Legendre et Cédric Picot ont accompagné 2 sages-femmes, dont l'une dans un service d'urgence à la maternité de Gonesse, dans le Val d'Oise. Vous bloquez l'air et ensuite vous poussez. Moi, je vous suis. D'accord ? Rassurer, réconforter les futures mères, pour ces 2 sages-femmes, c'est toujours les mêmes gestes et chaque fois une nouvelle aventure. De garde aux urgences pour 24 heures, elles vont aider le petit Julien plusieurs heures durant à venir au monde. Allez, il est là. Oh putain. Hop là. Voilà. C'est sous leur regard toujours aussi attendri, c'est dans leurs mains que la vie prend son élan. Le médecin n'intervient qu'en cas de complications. Le plus beau des métiers. Mais des conditions de travail qui se dégradent et l'inquiétude pour la sécurité des nouveau-nés et des jeunes mères. On ne veut pas rester simplement la technicienne qui va brancher le produit, qui va faire le déclenchement, etc. On veut pouvoir avoir le contact avec la femme et lui expliquer que si on la déclenche parce qu'il y a une raison médicale, on va pouvoir lui apporter toute la sécurité et la rassurer. Des salaires peu attractifs, moins de 14 000 francs nets par mois en fin de carrière, pour 4 années d'études après le bac. Manque de moyens et de personnel. Depuis décembre, l'hôpital cherche à recruter 3 sages-femmes et n'en trouve aucune. Les cours d'accouchement qui ne sont pas une priorité ont diminué de moitié. On fait de la paperasserie, on explique vite fait, mais tous les besoins d'explication pour le retour à la maison, pour les soins aux nouveau-nés, pour les prochaines grossesses, pour la contraception, on est toute seule pour 25 patientes, donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse être plus longtemps dans la journée pour pouvoir répartir les gestes. Aujourd'hui, toutes les sages-femmes de la maternité sont en grève, la plupart pour la première fois. Seules 2 d'entre elles, avec l'aide des médecins, assurent les urgences. Si elles n'obtiennent pas satisfaction, elles sont décidées à reconduire leur mouvement. Sitôt dit, sitôt fait, les ministres du gouvernement Jospin appliquent la consigne de celui-ci selon laquelle il faut choisir entre un portefeuille ministériel et une responsabilité de maire. Déjà 2 départs annoncés du gouvernement, celui de Louis Besson, élu à Chambéry, de Dominique Gillot à Éragny, dans le Val d'Oise. Commentaire Jeff Wittenberg. Claude Barthelone n'a pas mis beaucoup de temps à se décider. Il fait partie de ces 13 ministres élus ou réélus maires dimanche et qui doivent se plier à la règle remise au goût du jour par Lionel Jospin.
Alors entre son bureau de ministre et son bureau de maire du Pré-Saint-Gervais, dans la banlieue parisienne, Claude Barthelone a choisi. Si peu de temps avant les élections législatives et présidentielles, pour les ministres qui croient en ce qu'ils font, eh bien, il faut être là, il faut être présent. Claude Barthelone restera donc ministre plutôt que maire, comme la plupart de ses collègues concernés d'ailleurs. C'est le cas d'Alain Richard à la Défense, qui quitte Saint-Ouen-l'Aumône, ou encore de François Patria, le secrétaire d'État au commerce, qui abandonne son fauteuil à Pouilly en Auxois. Il y a pour l'heure 2 exceptions. Dominique Gillot, elle partira du gouvernement pour garder sa mairie d'Éragny-sur-Oise, et Louis Besson, réélu à Chambéry, et qui préfère la Savoie au secrétariat d'État au logement. Il était normal que j'éclaire les Chambériennes et les Chambériens avant les élections, en leur disant pas je quitterai le gouvernement tel jour, mais en leur disant très précisément que priorité serait donnée à Chambéry, et c'est un engagement que je vais tenir. La consigne de 2001 reprend en fait celle de 1997, la ligne Jospin première manière, une règle de non-cumul qui devait être intangible. Mais au fil des remaniements ministériels, la doctrine finira par évoluer, au moins pour les petites villes. Exemple, Michel Sapin qui entre au gouvernement, mais qui reste dans le même temps maire d'Argenton-sur-Creuse. Et puis Lionel Jospin lui-même semble évoluer, surtout lorsque plusieurs de ses ministres s'engagent dans des batailles municipales incertaines. La règle du non-cumul paraît soudain moins impérative. Je dirais ce que je fais en fonction d'une situation concrète que j'aborderai pragmatiquement. Les doctrines sont faites pour ne pas être dogmatiquement appliquées. Les municipales sont passées par là avec les résultats qu'on sait, la défaite de plusieurs ministres. Aux yeux de Lionel Jospin, le non-cumul a retrouvé toutes ses vertus. À Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, la réélection à la mairie de Madame Catherine Maigret suscite le mécontentement de certains jeunes. Des incidents se succèdent depuis dimanche soir à Vitrolles. Plusieurs voitures ont été incendiées la nuit dernière, malgré un dispositif policier renforcé. Et puis, moins de 24 heures après avoir été élu à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, Patrick Balkany voit son élection contestée. Le préfet de ce département estime en effet qu'il n'est pas éligible après des condamnations judiciaires. Reportage Arnaud Boutet et Pascal Caron. Il y a quelques heures encore, on fêtait sa victoire. Aujourd'hui, certains brandissent à Patrick Balkany une ardoise. Le vainqueur des élections doit à sa commune plus de 3 millions de francs. Déjà condamné pour avoir utilisé 3 employés municipaux à son domicile, l'ancien maire risque aujourd'hui l'inéligibilité. Même si tous les tribunaux, y compris la Cour européenne des droits de l'homme, ne me donnaient pas raison, eh bien, le maire de Levallois restera un membre de ma liste. Entendez par là Isabelle Balkany, femme de Patrick, candidate malheureuse aux élections cantonales et future première adjointe à la mairie. Le couple se montre solidaire. Nous sommes loin de la brouille de 1996 au moment du procès, lorsque mari et femme s'évitaient sur les bancs des accusés. Ils m'ont vu travailler ici depuis 20 ans, ils me connaissent parfaitement et ils savent que nous faisons une équipe, voilà. Et ça, je crois que c'est un plus. Saisi par la préfecture, le tribunal administratif doit maintenant trancher. Comme pendant la campagne, on ressort les armes. Le candidat battu dimanche ne veut pas en rester là. Il conviendrait aujourd'hui que la vraie tête de liste qui a été battue au cantonal se représente devant les électeurs pour qu'ils finalement ils choisissent en pleine conscience. La vraie tête de liste, vous voulez dire Madame Balkany. En attendant, Patrick et Isabelle Balkany savourent leur victoire. Nous, notre histoire d'amour, elle n'est pas avec la mairie, elle est avec les Levalloisiens. C'est tout à fait différent. La mairie, ça n'est jamais que la maison de tous les Levalloisiens, c'est pas la nôtre. D'ailleurs, on va y rentrer, si vous voulez bien. À Levallois, un nouveau feuilleton politico-judiciaire vient de commencer. En Pays Basque, l'un des enseignements de ces 2 tours d'élection municipale est la percée des candidats nationalistes. Ils sont présents aussi bien dans les mairies que sur le plan départemental. Voyez le reportage de Gilles Marinet et Julien Tria. 2 élus seulement, mais c'est une première. Avec 9,7% des suffrages, le double de 1995, les Abertzalais, nationalistes basques de gauche, font leur entrée au conseil municipal de Bayonne. Vous ne seriez pas là. Nous pensons que une avancée vers plus de démocratie dans la gestion municipale est nécessaire pour la ville de Bayonne. En s'exprimant principalement en basque, ces élus mettent en pratique leur revendication du bilinguisme, mais se pose l'épineuse question des rapports avec les Basques espagnols, et notamment l'ETA qui multiplie les attentats meurtriers. Soutien, condamnation, la réponse est ambiguë. Moi, je suis porte-parole d'un mouvement qui a beaucoup débattu sur la question de la violence.
qui a décidé de ne pas se positionner sur une position de condamnation. Certains, au contraire, n'ont pas hésité à désavouer publiquement ETA. À Saint-Pierre-d'Irue, près de Bayonne, le nouveau maire est un Albert Salé lui aussi. Le candidat, il est vrai, avait joué la carte de la modération. Je reviens sur ce qui me semble important, c'est-à-dire c'est les dossiers, suivre la vie au quotidien en Pays Basque et ne pas se laisser tenter par des coups d'éclat, par l'idéologie. Je suis pour le pragmatisme. Au-delà de cette réserve, le nationalisme basque a progressé, 10% de l'ensemble des suffrages. Une influence surtout sensible dans l'arrière-pays où les élus revendiquent avec force cette identité basque. Aujourd'hui, compte tenu de ce que je représente à travers ce résultat d'élection, j'ose espérer que je serai aussi écouté. Parce que ce n'est pas moi, un galant qui parle, c'est tout un peuple derrière qui parle. Peuple qui réclame avec insistance la création d'un département basque. Tous les sondages le montrent. Une revendication que la majorité des élus locaux, nationalistes ou non, a repris à son compte contre Paris. Le meilleur recruteur des nationalistes, c'est l'État français dans sa position de gouvernement de droite ou de gauche, d'immobilisme pour le développement du Pays basque. Car la jeunesse, elle, bouge et revendique de plus en plus son identité, pour ne pas dire son nationalisme, sans pour autant s'identifier à ses cousins du Sud. De l'autre côté de la frontière, en Espagne, l'organisation séparatiste ETA continue ses actions terroristes. Un élu municipal socialiste a été assassiné à Lasarte, qui est une ville située à quelques dizaines de kilomètres au sud de San Sébastien. La police espagnole a d'autre part arrêté 5 personnes soupçonnées de lien avec l'ETA. Et puis il faut savoir que des élections au Pays basque auront lieu le 13 mai prochain. En Macédoine, l'armée est entrée en action contre les rebelles albanais sur les hauteurs de Tetovo. Les bombardements ont lieu très près du centre-ville, ce qui ne fait qu'aviver la crainte des populations civiles. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Patrick Desmully. Les tirs redoublent ce soir contre les positions de la guérilla albanaise dans les collines autour de Tetovo. La police et l'armée macédonienne donnent toute leur puissance de feu pour déloger les combattants indépendantistes qui les harcèlent depuis une semaine. Des renforts de troupes viennent d'arriver en ville. Ceux qui défient le pouvoir macédonien sont là, à quelques centaines de mètres, dans les montagnes au-dessus de Tetovo. Des combattants albanais très mobiles qui vont de maison en maison pour harceler ce qu'ils appellent les Slaves, faisant des Macédoniens des ennemis au même titre que les Serbes. Aujourd'hui, ils proposent de négocier. Mais il n'en est pas question pour le gouvernement de Skopje, qui les considère comme des terroristes. Ce soir, l'escalade militaire semble être montée d'un cran. En principe, cette opération de pilonnage des positions de la guérilla albanaise devrait être relayée par une attaque de l'infanterie, de la police et de l'armée macédonienne. Mais ce serait une opération très périlleuse, qui pourrait être très coûteuse en vies humaines. En tout cas, ce soir, on peut constater que le gouvernement macédonien a décidé de mettre toutes ses forces pour essayer de venir à bout de cette guérilla qui est dans les collines autour de Tetovo. Pour l'instant, l'armée macédonienne vient de décréter une trêve de 24 heures. En Afghanistan, la destruction des Bouddhas de Bamiyan ne saurait faire oublier l'extrême détresse de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. On meurt de faim en ce moment en Afghanistan. À la frontière avec le Pakistan, un immense camp de réfugiés afghans semble comme oublié de toutes les organisations internationales humanitaires. Pour la première fois, nos envoyés spéciaux, Dorothée Olyric et Gilles Jacquier, ont pu pénétrer et filmer parfois difficilement dans ce camp cette misère abandonnée du camp de Jalozai. C'est un camp qui est sous contrôle de l'armée pakistanaise. Les étrangers ne sont pas les bienvenus dans ce secteur. À 1 kilomètre de là se cache un immense camp de toile avec plus de 75 000 réfugiés afghans. C'est avec une caméra cachée que nous pénétrons dans cet antre de misère. La police pakistanaise, sans doute peu fière du spectacle, nous a interdit de filmer quelques minutes auparavant. Aucune organisation humanitaire en vue, les enfants sont seuls, sales. Le camp entier semble abandonné par le reste du monde. Cette petite fille afghane s'appelle Parvana. Elle a 12 ans. Elle est venue nous chercher pour nous montrer sa maison. Sa maison
ou plutôt son toit, depuis 3 mois. La police pakistanaise n'est plus dans les parages, nous utilisons notre caméra de reportage. L'histoire de Paravana est celle de milliers de réfugiés. Avec sa famille, elle a fui la sécheresse qui sévit en Afghanistan, mais aussi la guerre. Les talibans, ce sont des hommes avec de grandes barbes. Dans notre village en Afghanistan, ils ont arrêté les vieux et ils ont brûlé nos maisons. On est parti à cause d'eux et ici maintenant on n'a rien. Rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien reçu d'aucune ONG. Il n'y a pas d'aide humanitaire. Le plastique qui nous sert de toit, c'est moi qui l'ai trouvé. En 6 mois, quelques 500 000 Afghans ont trouvé refuge dans des camps pakistanais de fortune. Mais au total, plus d'1,5 million vivent en exil aux portes de leur pays, chassés par les guerres successives qui ravagent l'Afghanistan. Moudjahidines, talibans, qu'importe, pour eux, le résultat est le même. C'est ça notre nourriture quotidienne, c'est ça, des plantes. On nourrit nos enfants avec ces feuilles. Dieu doit nous aider. Quelqu'un doit nous aider. Ce jour-là, malgré toute cette misère, les enfants ont beaucoup ri. Les étrangers ne viennent jamais, ou presque, à Jalozai. Quelques centaines de milliers de réfugiés afghans qui se trouvent ici, au Pakistan, devraient être bientôt rapatriés dans leur pays. C'est une décision des Nations Unies pour 2 raisons. Parce que les combats ont baissé d'intensité en Afghanistan, mais aussi et surtout parce que les conditions de vie dans ces camps sont exécrables. Au large de Rio, la plateforme pétrolière la plus grande du monde dans le genre a définitivement sombré en quelques minutes. Il faut maintenant éviter qu'1 500 000 tonnes de brut ne se répandent dans l'océan. Cette plateforme se trouvait dans un gisement, celui de Roncador, qui est un gigantesque gisement pétrolier offshore à quelques kilomètres de la côte brésilienne. Devant la cour d'assises de Paris, 2e journée du procès de Guy Georges, assassin et violeur présumé de 7 femmes dans les années 90. Guy Georges nie tous ses crimes. On a tenté aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur sa personnalité. Compte rendu Yasmina Farber et José Boulestex. Le président rappelle chronologiquement à Guy Georges toutes ses condamnations, et elles sont légion. L'accusé se retrouve face à son passé. Un passé de violeur qui menace sa victime avec un couteau en 84, un passé d'agresseur en 92. Là aussi, il était armé d'un opinel. Guy Georges s'agace. Pourquoi toutes ces questions? J'ai déjà été condamné. L'inconfort qui est le sien quand on lui pose des questions sur son passé judiciaire résulte évidemment de la conscience qu'il a, du fait qu'il y a un mode opératoire qu'il utilise depuis très longtemps, c'est-à-dire un couteau opinel, et que ce rappel de ce mode opératoire n'est pas pour lui effectivement un bon présage sur le verdict. Les avocats des parties civiles s'engouffrent dans cette brèche, posent des questions-tests à l'accusé. Je lui demande alors pourquoi vous recommencez. Là, je n'ai pas de réponse. J'ai uniquement, je ne sais pas. Donc il vient de nous dire qu'il recommence. Donc il vient de nous dire qu'il est coupable. Mais pour la défense, c'est un raccourci trop facile. Cette volonté de l'accusation de se baser uniquement sur le passé judiciaire de Guy Georges pour apprécier son présent, je dis que cela démontre bien, et on le verra demain, à partir de l'examen des faits qui sont reprochés à Guy Georges aujourd'hui, que ça ne tient pas. La cour d'assises va désormais examiner un par un les 7 crimes et les 4 agressions pour lesquelles Guy Georges est dans le box. Le passé judiciaire n'était qu'un éclairage, il faut faire la lumière sur la suite du parcours de l'accusé. Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné un médecin et 2 policiers à des peines de prison avec sursis de 1 an et 10 mois pour le décès d'un jeune homme, Aïssa Iich. C'était en mai 91 dans un commissariat de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les policiers lui auraient porté des coups, mais ceci ne serait pas la cause de sa mort. Le médecin était jugé, lui, pour ne pas avoir décelé la gravité de son état asthmatique qui devait finalement l'emporter. La famille de la victime a exprimé son vif mécontentement et de toute façon, les avocats de la défense ont décidé de faire appel. Au lendemain des réquisitions sévères du procureur contre les prévenus du procès d'abus de biens sociaux aux dépens d'Elf, il s'agissait pour les avocats des accusés de répondre point par point et de tenter de redonner le moral à leurs clients comme Loïc Le Floch-Prigent, Christine de Viégeoncourt ou Roland Dumas. Explication Dominique Verdeillan avec Bernard Connor. Faire bonne figure, ne pas montrer qu'on est sonné, affecté, touché par les réquisitions. Pour Roland Dumas, pour Christine de Viégeoncourt, pour Loïc Le Floch-Prigent, la menace de la prison ferme est réelle. Certains ont connu la détention provisoire, d'autres pas. Les prévenus n'ont plus droit à la parole. Éviter le pire, c'est la mission des 10 avocats de la défense. D'où un tir groupé cet après-midi en direction du procureur. Un dossier vide, des approximations, des vérités arrangeantes, lance l'avocat de Loïc Le Floch-Prigent.
Et on demande 5 ans parce qu'on ne peut pas faire plus. Dans ce dossier, on avait une belle histoire. Un ministre, une maîtresse, des commissions. Alors, on n'allait pas s'embêter tout de même avec la réalité matérielle de ce dossier qui est totalement contraire à cette histoire. Ce n'est pas un réquisitoire, c'est un credo, martèle un autre avocat. En demandant de la prison ferme, on veut faire un exemple, on confond justice et justicier. Ce n'est pas parce que cette affaire met en place un ministre d'État, un président directeur général, que l'on doit s'exonérer des principes. Moi j'ai un peu l'impression d'un train fou, voyez-vous. Le train a pris son élan, est devenu fou, on ne peut plus l'arrêter. Il fallait aller dans cette espèce de logique judiciaire jusqu'au bout. De la prison ferme requise d'un côté, des relax plaidés unanimement de l'autre, le tribunal se retrouve devant un choix délicat, le tout ou rien. Quant aux avocats d'Alfred Sirvin, ils ne devraient pas plaider. L'ex numéro 2 d'Elf ayant choisi la politique de la chaise vide. Et puis à Toulon, le procès des corruptions et des malversations à la direction des constructions navales a permis d'évoquer aujourd'hui les très nombreux délits reprochés aux quelques 39 prévenus. Reportage Thierry Curtet et Marie Cazot. Pour le circuit de catapultage d'un porte-avions, l'Arsenal de Toulon passe commande de vannes. Celles qui vont être livrées ne seront pas conformes, loin de là. Mais elles seront tout de même acceptées, stockées, puis oubliées. Coût 3,5 millions de francs. Pour compenser les cadeaux et les enveloppes versées, les entreprises surfacturaient ou fournissaient du matériel de moindre qualité. Parfois même, elles n'ont livré à la place des pièces commandées que l'équivalent de leur poids en ferraille. Aujourd'hui à la barre, le premier des 39 prévenus, le commandant Marty, patron d'un service des achats. Il a eu beaucoup de mal à expliquer pourquoi certaines écoutes téléphoniques démontrent qu'il informait des entreprises amies, toujours les mêmes, influençant ainsi les appels d'offres. Vous voyez qu'il y avait des commandes qui étaient orientées plutôt d'un côté que de l'autre. Vous avez eu l'exemple d'un chef d'entreprise qui s'est plaint de ne pas avoir de commandes. Bon, moi, ça a été le cas. Dès que j'ai commencé un petit peu à informer donc la hiérarchie, derrière, immédiatement, je n'ai plus de commandes. Donc vous avez, si vous voulez, un système de sanctions immédiates. Les écoutes téléphoniques sont très instructives dans cette affaire. Ainsi, le commandant Marty, se croyant intouchable, évoquait librement ses liens maçonniques avec les différents protagonistes du dossier. Au travers de cette réunion de francs-maçons, les enquêteurs y ont vu un véritable réseau d'influence au sein même de l'Arsenal. Interpellation en Corse par la division nationale antiterroriste de 9 personnes, 6 en Haute-Corse et 3 en Corse du Sud, des personnes soupçonnées d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Sport rugby, l'équipe du 15 de France de Bernard Laporte commençait aujourd'hui un stage à la Teste en Gironde. Il s'agit surtout de préparer le dernier match du tournoi Destination Angleterre-France et d'effacer les mauvais souvenirs de la défaite de samedi dernier face aux Gallois. Reportage Julien Beaumont et Gilles Béruzan. Pas la tête à cela. Bernard Laporte, entraîneur du 15 de France, fait grise mine en stage à la Teste de Buch, près d'Arcachon. Il tente de redonner un nouveau souffle aux Bleus après la défaite samedi contre les Gallois. Laporte, de plus en plus isolé. Guy Novès, son homologue de Toulouse et fidèle conseiller, vient de le quitter. Motif, les internationaux sont trop souvent réunis en équipe de France et pas assez dans leur club. Pour le président des clubs, la préparation au tournoi Destination n'a que trop duré. Cette année, qu'est-ce que c'est ce travail que de travailler sur 6 mois? Mais je crois rêver, je crois qu'à un moment donné où on marche sur la tête. Alors, où on veut sauvegarder un système, mais ce système, aujourd'hui, ça se passera avec les clubs, et les clubs sont décidés à défendre leur beefsteak. Alors c'est plutôt du côté de la fédération qu'il faudra lâcher du lest. Bernard Laporte est prêt à quelques efforts. Nous, on a envie que le tournoi soit resserré, qu'on a envie de laisser plus de place au club et surtout de laisser un temps de travail plus important pour l'équipe de France et pour les joueurs. C'est la volonté de tout le monde. Maintenant, il faut agir, entre guillemets, et souhaitons que ces turbulences fassent en sorte que ça agisse, parce que ce dont je suis convaincu, c'est que ça n'a peut-être jamais autant bougé, et c'est peut-être certainement même bien aussi. Au milieu de ce combat des chefs entre équipe de France et club, les joueurs, constamment sollicités par de nombreuses échéances sportives. On part sur le championnat, après sur la Coupe d'Europe, sur des tests d'automne. On repart ensuite sur le championnat, sur la Coupe d'Europe et puis maintenant sur le tournoi Destination. C'est vrai que sur une saison de 11 mois, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas forcément évident, mais bon, faut faire avec, on crie haut et fort que ça ne convient plus. Et bon, ça n'a pas l'air de changer. Finalement, le stage s'arrêtera jeudi au lieu de vendredi. Un jour en moins pour l'équipe de France, un jour en plus pour les clubs. Un marchandage de dernière minute pour calmer les tensions, pas encore la solution miracle. À partir de ce soir et jusqu'au 26 mars, Vanessa Paradis est à l'Olympia. C'est un retour très attendu pour une artiste qui a beaucoup changé et construit une carrière aussi bien au cinéma que dans la musique. Nous allons la retrouver dans un instant en direct de l'Olympia. Mais maintenant, le reportage d'Olivier Lenouza et Gilles Béruzan.
La belle s'est réveillée et comme dans tout conte de fées, le charme opère toujours. Le parcours doré d'une ex-Lolita aujourd'hui émancipée. À 15 ans, une blondinette détrône Madonna en tête du top 50 et vend 3 millions de taxis. Après Joe, place à Serge, Gainsbourg offre à Vanessa un deuxième album, à la clé une victoire de la musique. Et puis arrive Lenny Kravitz, un troisième disque vendu à 700 000 exemplaires à l'étranger. L'icône des ados, la nouvelle Bardot, tourne alors le dos à la chanson. Place au cinéma, silence, on tourne une nouvelle page. Vanessa Paradis entre en scène après 8 ans d'absence. Bliss, Béatitude, un quatrième album écrit, composé et produit en grande partie par une jeune mère de famille de 28 ans. Pour Gainsbourg, Paradis c'était l'enfer. Aujourd'hui, le démon est apaisé. Vanessa Paradis, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi j'ai le sentiment que vous faites rare. Ça veut dire que vous économisez, vous produisez peu, vous choisissez les moments, c'est ça? Ben, c'est la grande chance que j'ai, c'est de pouvoir choisir les moments, de pouvoir dire stop quand j'en ai envie. C'est un privilège quand même, en fait, et de ne faire que ce que j'ai vraiment au fond de mon cœur. Étienne Rodagil dit de vous, elle est condamnée à surprendre et parfois à déplaire, mais c'est une combattante. Alors, est-ce que ça veut dire que vous vivez votre métier un peu comme une bataille, hein, votre carrière un peu comme un combat? J'espère pas. C'est en tout cas en ce moment plus joli qu'un combat. Je vis ma vie, j'allais dire comme tout le monde, peut-être pas, parce qu'avec toutes les chances qui me sont servies sur un plateau d'argent, c'est certainement plus facile de vivre ma vie à moi que certaines autres. Mais par contre, c'est sûr que oui, il faut s'accrocher à la vie. Quand la chance passe devant vous, il faut l'attraper au vol, il faut se battre pour la conserver, il faut travailler pour s'améliorer. Donc quelquefois, ça peut faire peut-être penser comme un petit soldat. Cette vie peut peut-être ressembler à un champ de bataille, mais peut-être plus au début qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, et comme pour tout le monde, avec l'âge, les choses se tempèrent. Oui, enfin, avec l'âge, vous avez encore le temps. Je vois Béatitude. Béatitude, c'est le titre de votre album. Pourquoi vous avez atteint la béatitude? À peu près, oui. C'est vrai? Formidable, racontez-moi. À peu près. Non, j'ai pas de recette. Hein. Ah bon, pour dommage. Ça, il faut que. Mais pour ça, on n'est pas tout seul, vous savez. Donc, moi, j'ai jamais pu faire ça toute seule. Mais c'est pas un peu surprenant de votre part, vous qui avez été obligé souvent de vous protéger des médias, d'afficher maintenant votre bonheur avec votre compagnon, votre enfant. Vous affichez tout dans Paris Match, par exemple. Vous dites franchement, eh ben voilà, je suis très heureuse et je le dis. Oui, enfin, vous savez, faut pas... je sais pas si vous êtes bien placé ou mal placé pour dire ça, mais il faut faire attention à ce qu'on lit dans la presse et ce qu'on dit dans les médias, quoi. Il y a des choses qu'on vous fait dire. Et puis, il y a un paradoxe entre le fait de, comment dire, de protéger sa vie privée, de pas en parler, et de tout cacher, comme s'il y avait quelque chose de laid à cacher, qu'on voulait pas dire la vérité. Et puis, je suis un petit peu comme tout le monde, quand on est heureux, on a envie, pas forcément de le crier sur tous les toits comme c'est écrit dans certains magazines, mais en tout cas de pas le cacher. Et puis la plupart du temps, on me le vole aussi. Donc moi, je vis ma vie, j'essaie le plus normalement possible, sans être enfermée, sans me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, en me disant que je mérite tout autant que qui que ce soit dans la rue, quoi, mais pas moins. Vous entendez continuer à avoir cet équilibre cinéma, scène, musique, c'est-à-dire que vous avez besoin de ces deux parties de vous-même? J'en ai besoin, je sais pas, envie, oui. Envie, c'est très très agréable de pouvoir faire les deux et de ne pas avoir à choisir et de prendre le temps pour faire et l'un et l'autre, parce que
c'est vrai que c'est difficile de les faire en même temps. Moi, ça me plaît. Je peux savoir ce qui se passe dans votre tête avant de rentrer à l'Olympia, puis quand vous serez au Zénith le 30 mai pour un concert supplémentaire. Il y a une concentration, il y a une grande trouille, il y a au contraire une sorte d'exultation? Ça vient après. Le track, c'est pour maintenant. Enfin, c'est dès que je vais vous laisser, là, ça va commencer à monter et à faire. Ça fait un petit peu mal au ventre. Et puis au bout de 2, 3, 4 chansons, ça dépend des soirs, ça disparaît pour laisser la place au plaisir. Bon. Vous avez dit aussi, je n'en reviens pas d'avoir tant de chance. Mais je voudrais savoir quand même, vous continuez à rêver, vous continuez à avoir des rêves, non? Heureusement, oui, bien sûr. Oui. J'ai pas envie de vous raconter tout, mais heureusement, non, je suis pas quelqu'un de blasé. Oui, non, j'ai pas l'impression. Vous avez même l'air d'être plutôt passionné. Je me trompe pas? Oui, je peux vous dire, je sais pas. Oui, bien sûr, oui. Enfin, avoir la chance de faire ce métier, si on n'a pas la passion, on est totalement ingrat, je trouve. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes avant d'entrer en scène à l'Olympia. Vanessa Paradis, merci beaucoup. Merci. Voilà, et puis je vous signale que le film d'ouverture du Festival de Cannes le 9 mai prochain sera Moulin Rouge avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Le réalisateur de Moulin Rouge est Baz Luhrmann, c'est un metteur en scène australien qui fut déjà découvert en 92 par Gilles Jacob pour le Festival de Cannes. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. D'abord, pour ce premier jour de printemps, c'est pas très gai en France. Il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations dans de très nombreuses communes avec évacuation de certains habitants. Toutes les régions sont pratiquement touchées. Et puis la hausse du prix de l'essence à la pompe, confirmée pour demain, plus 7 à 8 centimes par litre. La météo, donc, avec beaucoup de pluie, avec Isabelle Martinet. Minuit 45, l'édition de la nuit présentée par Thierry Tuillier. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra le professeur Claude Gau. Et puis à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Gérard Rolls. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.